Lors du dîner de famille, ma sœur m'a giflé et a grogné, « Tu as 10 minutes pour dégager de chez moi ». Maman et papa se sont mis à rire, applaudissant en signe de soutien. J'ai souri, j'ai sorti un dossier, je l'ai claqué sur la table et j'ai dit, « Alors, il ne vous reste plus que 5 minutes à vous tous ». Au dîner de famille, ma sœur m'a giflé et a grondé, « Tu as 10 minutes pour sortir de ma maison ». Maman et papa ont ri, applaudissant en signe de soutien. J'ai souri, sorti un dossier, l'ai claqué sur la table et j'ai dit, « Alors vous tous, il ne vous reste que 5 minutes ». Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais après tout ce qui s'est passé il y a 6 mois, j'ai besoin de le sortir. Ma thérapeute dit que l'écriture aide à surmonter les traumatismes, et honnêtement, après ce que ma famille m'a fait subir, j'ai besoin de toute l'aide possible. Mais ne vous inquiétez pas, cette histoire a une fin très satisfaisante. Je m'appelle Nathalie et j'ai 31 ans. Je travaille comme experte comptable judiciaire senior, ce qui signifie que je passe mes journées à fouiller dans les dossiers financiers pour trouver des fraudes, des détournements de fonds et d'autres délits financiers. Je suis dans ce domaine depuis 8 ans maintenant, et c'est un travail méticuleux qui demande de la patience, une attention aux détails et la capacité de repérer des schémas que les autres manquent. Ces compétences se révéleraient absolument cruciales dans ce qui allait se dérouler. Laissez-moi commencer par expliquer la dynamique de ma famille. Ma sœur aînée, Marion, a toujours été l'enfant chéri. Elle a 32 ans, est mariée à son amour d'université, Jacques, et ils ont 2 enfants, Emma, 8 ans, et Théo, 6 ans. Marion travaille comme agent immobilier, et a toujours été charismatique et extravertie, tout ce que mes parents voulaient chez une fille. Elle vit dans une magnifique maison bourgeoise dans un quartier huppé, conduit une BMW et poste constamment sur les réseaux sociaux au sujet de sa vie parfaite. Et puis il y a moi. Je suis plus calme, plus analytique, et je n'ai jamais vraiment correspondu au moule que mes parents voulaient. Je suis célibataire par choix, concentré sur ma carrière, et je vis dans un modeste appartement en centre-ville. Mes parents, Didier et Pascal, n'ont jamais caché leur déception face à mes choix de vie. Ils me demandent constamment quand je vais me ranger et leur donner plus de petits-enfants, comme si les 2 de Marion ne suffisaient pas. Le favoritisme a été évident toute ma vie. Quand Marion a voulu aller dans des universités privées coûteuses, ils ont payé sans discuter. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes frais de scolarité à l'université publique, ils m'ont dit que je devais apprendre la responsabilité et contracter des prêts. Quand Marion s'est mariée, ils lui ont offert un mariage à 40 000 €. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable, ils m'ont emmené chez Courtepaille. Mais j'ai fait avec. J'ai construit ma propre vie, remboursé mes prêts étudiants en avance et suis devenue très bonne dans mon travail. Je pensais avoir trouvé la paix avec notre dynamique familiale. J'avais tort. Les ennuis ont commencé il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à remarquer des schémas financiers inquiétants. Mes parents sont tous les 2 à la retraite. Papa était cadre intermédiaire dans une usine, et maman était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils devraient vivre de leur pension de retraite et du modeste plan d'épargne retraite de papa. Mais soudain, ils prenaient des vacances coûteuses. Papa a acheté une nouvelle voiture et maman portait des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. Au début, j'ai pensé que les investissements de papa avaient peut-être bien marché ou qu'ils avaient reçu un héritage dont j'ignorais l'existence. Mais ensuite, Marion a commencé à poster des photos d'Hawaï, puis de Cabo, puis d'Europe. Ses enfants portaient des vêtements de marque à l'école. Jacques, qui travaille comme directeur d'une salle de sport, avait soudain une Rolex au poignet. Je ne suis pas naïve. Je sais que l'immobilier peut être lucratif, surtout dans notre région où le marché est en plein essor. Mais Marion n'est pas une super agent qui vend des propriétés à plusieurs millions d'euros. Elle s'occupe principalement de premiers achats et de petits appartements. Les chiffres ne collaient pas. Mes soupçons se sont vraiment confirmés lorsque j'ai surpris une conversation téléphonique chez mes parents lors d'une brève visite. Papa parlait à quelqu'un de transfert mensuel et de la nécessité d'être plus prudent avec les montants. Quand il m'a vu, il a rapidement mis fin à l'appel et a prétendu qu'il s'agissait de la gestion de leur compte de retraite. C'est là que j'ai décidé de creuser. Je tiens à être clair, je n'ai rien piraté ni fait quoi que ce soit d'illégal. Tout ce que j'ai trouvé provenait des registres publics, de l'analyse des réseaux sociaux et de la bonne vieille observation. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on sait où chercher. J'ai commencé par les registres de propriété. La maison de Marion et Jacques a été achetée il y a 3 ans pour 485 000 € avec un apport de 150 000 €. Le salaire de Jacques en tant que directeur de salle de sport est peut-être de 45 000 € par an.
Et bien que Marion s'en sorte bien dans l'immobilier, son revenu annuel basé sur les registres publics des ventes était en moyenne d'environ 65 000 euros. Il était impossible qu'ils aient eu autant d'argent pour un apport. Puis j'ai regardé la propriété de mes parents. Ils ont remboursé leur modeste maison il y a des années, mais 6 mois après que Marion a acheté la sienne, ils ont soudainement contracté un prêt hypothécaire de 120 000 euros. Le timing était suspect. J'ai creusé plus profondément dans les registres publics et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y avait plusieurs SARL enregistrés sous des variantes des noms des membres de ma famille, Marion Holdings SARL, Groupe d'investissement Pascal, Solutions immobilières Didier. Ce n'étaient pas d'énormes signaux d'alarme en soi, mais le schéma était préoccupant. La véritable percée est venue lorsque j'examinais des schémas de criminalité financière pour le travail et que j'ai reconnu une configuration que j'avais déjà vue. Cela s'appelle un montage de blanchiment par prêts familiaux. Essentiellement, un membre de la famille contracte des prêts légitimes ou liquide des actifs, puis prête cet argent à d'autres membres de la famille pour des achats importants. Les bénéficiaires effectuent des remboursements minimes ou nuls sur ces prêts familiaux, obtenant ainsi de l'argent gratuitement, tandis que l'emprunteur initial réclame des déductions fiscales pour créances irrécouvrables ou pertes commerciales. Mais c'est là que ça devient intéressant et illégal. Si vous faites cela avec de l'argent qui devrait être déclaré comme revenu, ou si vous structurez ces transactions pour éviter les impôts ou cacher des actifs, vous commettez une fraude. Et si une partie de l'argent provenait de sources douteuses au départ, vous risquez des accusations de blanchiment d'argent. Ce qui a vraiment solidifié mes soupçons, c'est un barbecue familial qui a eu lieu à cette époque. J'ai failli ne pas y aller, mais maman m'a culpabilisé en disant que Marion avait spécifiquement demandé ma présence. Quand je suis arrivé chez Marion, j'ai immédiatement remarqué de nouveaux ajouts qui n'étaient pas là lors de ma visite précédente 2 mois plus tôt. Le jardin avait été complètement transformé. Il y avait une nouvelle terrasse avec des sièges intégrés qui a probablement coûté 15 000 euros, une cuisine extérieure de qualité professionnelle, et une piscine qui n'était certainement pas bon marché. Marion la montrait à divers voisins et amis de la famille qui avaient été invités. Nous avons décidé d'investir vraiment dans notre espace de vie extérieur, a annoncé Marion au groupe, désignant fièrement l'installation. Jacques et moi croyons que votre maison doit refléter votre succès et offrir un espace où la famille peut se réunir et créer des souvenirs. J'ai regardé papa rayonner de fierté pendant que maman prenait des photos de Marion posant à côté de la nouvelle piscine. Pendant ce temps, je faisais des calculs mentaux. Une installation de piscine comme celle-là, plus la terrasse et la cuisine extérieure, devait coûter au moins 80 000 euros. Ajouté à tout ce que j'avais observé, nous parlions maintenant de près d'un demi-million de dépenses de style de vie en 3 ans. Pendant le barbecue, j'ai commencé à prêter plus d'attention aux conversations. Jacques parlait à son beau-frère de l'achat potentiel d'un bateau. Marion pense que ce serait génial pour les week-ends en famille, a-t-il dit nonchalamment. Nous regardons quelque chose dans la gamme des 8 à 10 mètres. Mon père est intervenu. Tu sais, Jacques, il y a de très bonnes options de financement pour les véhicules de loisirs. Parfois, il est plus judicieux de structurer ses achats par le biais d'entités commerciales à des fins fiscales. Ce commentaire a fait sonner toutes mes alarmes de comptable judiciaire. Papa n'avait jamais possédé d'entreprise de sa vie, et il n'était certainement pas assez sophistiqué pour comprendre des structures fiscales complexes. Quelqu'un l'avait coaché. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris Marion au téléphone avec quelqu'un, discutant de distribution trimestrielle et du maintien d'une documentation appropriée. Elle utilisait une terminologie que la plupart des agents immobiliers ne connaîtraient pas, à moins d'être impliqués dans des arrangements financiers plus complexes. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais j'avais besoin de preuves plus concrètes. C'est alors que j'ai décidé d'adopter une approche plus systématique de mon enquête. J'ai commencé par créer des chronologies détaillées des achats importants et les ai croisées avec les sources de revenus connues et les événements de la vie. Le schéma était frappant. Chaque dépense majeure coïncidait soit avec un prêt contracté par mes parents, soit avec une mystérieuse augmentation des revenus d'entreprise pour Marion. Par exemple, les vacances européennes de Marion ont eu lieu 2 semaines après que mes parents ont contracté une extension de prêt hypothécaire de 35 000 euros. La Rolex de Jacques est apparue sur les réseaux sociaux 3 jours après que Marion a posté au sujet d'un succès commercial majeur qui a entraîné une prime de 12 000 euros. J'ai également commencé à documenter leur style de vie plus attentivement. J'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque publication sur les réseaux sociaux montrant des achats ou des expériences coûteuses. Marion était étonnamment utile à cet égard. Elle documentait tout. Sac à main de créateur, dîner coûteux, escapades de week-end dans des complexes de luxe,
frais de scolarité pour les enfants dans une école privée qui n'était déclarée sur aucune déclaration de revenus que je pouvais consulter via les registres publics. Plus je creusais, plus le montage semblait complexe. Ce n'était pas simplement de l'évasion fiscale. C'était une opération sophistiquée conçue pour créer l'apparence d'un revenu légitime tout en fonctionnant en réalité comme un moyen de transférer des richesses entre les membres de la famille sans déclaration fiscale appropriée. J'ai découvert que les SARL fictives ne recevaient pas seulement de l'argent. Elles étaient également utilisées pour effectuer des achats qui profitaient personnellement à la famille. Marion Holdings SARL avait acheté les meubles de jardin pour la terrasse. Groupe d'investissement Pascal avait payé ce qui semblait être des vacances familiales qui étaient déduites comme des dépenses professionnelles. Solutions immobilières Didier avait effectué des paiements à des entrepreneurs pour des rénovations domiciliaires sur la maison de mes parents et celle de Marion. Le montage était en fait assez astucieux, ce qui m'a fait soupçonner qu'ils avaient eu de l'aide professionnelle pour le mettre en place. Ce n'était pas quelque chose que papa aurait pu imaginer seul. Et bien que Marion soit intelligente, ce niveau de complexité financière dépassait ce à quoi je m'attendais de quelqu'un avec son parcours. C'est alors que j'ai commencé à enquêter sur leurs relations professionnelles. Marion avait récemment commencé à travailler avec un nouveau conseiller financier, quelqu'un spécialisé dans la gestion de patrimoine pour les propriétaires de petites entreprises. Le site web du cabinet était rempli de termes sur les stratégies d'optimisation fiscale et la préservation du patrimoine familial. Je ne pouvais pas accéder à leurs conseils financiers spécifiques sans enfreindre des lois que je n'étais pas prête à enfreindre, mais je pouvais faire des recherches sur le cabinet lui-même. Ce que j'ai trouvé était préoccupant. Le conseiller, Richard Dubois, avait été sanctionné 2 fois par l'AMF, Autorité des marchés financiers, pour des recommandations inappropriées à des clients et avait plusieurs plaintes de clients liées à des stratégies fiscales agressives qui avaient ensuite été rejetées par le fisc. Cela m'a appris 2 choses importantes. Premièrement, ma famille recevait probablement des conseils professionnels pour leur montage, ce qui le rendait plus grave d'un point de vue juridique. Deuxièmement, ils ne comprenaient peut-être pas entièrement les risques qu'ils prenaient en suivant ces conseils. J'ai presque eu pitié d'eux à ce moment-là. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont ils m'avaient traité pendant des années et de la façon dont ils étaient prêts à tout risquer pour Marion tout en me laissant me débattre seul. La dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin est venue d'une source inattendue. Emma, la fille de 8 ans de Marion, l'a fournie par inadvertance lors d'une conversation décontractée lors d'une réunion de famille. Nous étions assises ensemble pendant que les adultes parlaient, et elle me parlait de sa nouvelle école. Maman dit que je peux aller à la meilleure école parce que papy et mamie aident à me rendre intelligente, a-t-elle dit innocemment. C'est gentil, ai-je répondu prudemment. Tu aimes ta nouvelle école? Ça va, a-t-elle dit avec l'honnêteté typique des enfants, mais c'est vraiment cher. J'ai entendu papa dire à maman que ça coûte plus que tout l'argent de son travail. Ce commentaire m'a frappé comme un éclair. Les frais de scolarité de l'école privée pour Emma et Théo s'élevaient à environ 30 000 € par an combinés. Le salaire entier de Jacques était d'environ 45 000 €. Même avec les revenus immobiliers de Marion, il n'aurait pas dû pouvoir se permettre une école privée pour les 2 enfants tout en maintenant leur style de vie actuel. Mais si mes parents injectaient de l'argent par le biais des fausses SARL pour couvrir les frais de scolarité, cela expliquerait comment ils s'en sortaient. Cela représenterait également un autre niveau de fraude fiscale, car les frais de scolarité payés par des entités commerciales ont des exigences de déclaration très spécifiques. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait des recherches sur les registres de paiement des écoles privées. Il a fallu creuser dans les déclarations financières publiques de l'école et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Les dossiers de l'école montraient que les frais de scolarité pour Emma et Théo Lambert étaient payés par Marion Holdings SARL en versement trimestriel. C'était la preuve irréfutable dont j'avais besoin. Marion Holdings SARL payait des dépenses personnelles d'éducation pour les enfants de Marion tout en prétendant être une entité commerciale légitime. Le fisc voit d'un très mauvais œil l'utilisation d'entités commerciales pour payer des dépenses personnelles tout en réclamant des déductions professionnelles. À ce stade, j'avais des preuves documentées d'entités commerciales frauduleuses utilisées pour canaliser de l'argent entre les membres de la famille, de dépenses personnelles payées par des comptes professionnels, de revenus non déclarés utilisés pour des achats importants, de fraude aux prêts immobiliers impliquant des sources de revenus déformées, d'évasion fiscale par de fausses déductions professionnelles, et de blanchiment d'argent potentiel par des transactions structurées. Le montant total impliqué approchait les 400 000 € sur 3 ans, ce qui plaçait fermement cette affaire dans le domaine pénal. Mais je n'étais toujours pas prête à agir.
Je voulais être absolument certaine de mes faits, et je voulais comprendre toute la portée de ce qu'ils faisaient. Plus important encore, je voulais voir s'ils reconnaîtraient un jour leur traitement à mon égard et feraient le moindre effort pour changer. J'ai décidé de tâter le terrain en abordant la responsabilité financière lors de notre prochaine interaction familiale. C'était le dîner d'anniversaire de maman dans un bon restaurant et tout le monde était de bonne humeur. Marion montrait des photos de leurs dernières vacances et papa parlait de peut-être acheter une nouvelle voiture. Vous savez, dis-je prudemment, je suis vraiment impressionné de voir à quel point tout le monde semble bien s'en sortir financièrement. Marion, ton entreprise doit vraiment décoller. Marion s'est pavanée sous la tension. Eh bien, je travaille avec un nouveau conseiller financier qui m'a aidé à optimiser la structure de mon entreprise. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir quand on a les bons conseils. C'est merveilleux, continuai-je. Je pensais peut-être à élargir mon propre portefeuille d'investissement. Penses-tu que ton conseiller aurait le temps de me parler de ma situation? La température à table a chuté notablement. Marion et mes parents ont échangé des regards rapides. Oh, Nathalie, dit maman avec une fausse douceur. Je ne pense pas que Richard travaille avec de plus petits comptes. Il se spécialise dans les personnes qui ont déjà atteint un certain niveau de succès. Le rejet était clair. Même lorsque je demandais de l'aide, le genre d'aide qu'ils avaient librement accordé à Marion, ils ne pouvaient pas se résoudre à me traiter comme une égale. Je vois, dis-je doucement. Eh bien, peut-être quand j'aurai plus de succès. Papa me tapota la main avec condescendance. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur comme Marion. Ton petit travail de comptable est parfaitement respectable pour quelqu'un avec tes limites. Ce fut le moment où j'ai su qu'il n'y avait pas de rédemption possible pour cette famille. Ils ne me verraient jamais comme autre chose que la petite sœur moins réussie de Marion. Ils ne reconnaîtraient jamais leur favoritisme ni ne me traiteraient avec un respect élémentaire. Alors j'ai arrêté d'essayer de les sauver d'eux-mêmes et j'ai commencé à me concentrer sur la documentation de tout ce dont j'aurais besoin pour m'assurer que justice soit rendue. Je soupçonnais que c'était exactement ce qui se passait. Mais j'avais besoin de preuves. J'ai donc commencé à tout documenter. Chaque achat coûteux, chaque vacance, chaque bijou. J'ai croisé les schémas de dépenses avec les sources de revenus connues. J'ai suivi les SARL à travers les dépôts d'entreprises et j'ai découvert qu'elles étaient essentiellement des sociétés écrans sans véritable activité commerciale. Le processus de documentation est devenu presque obsessionnel pour moi. J'ai créé des feuilles de calcul détaillées suivant chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque registre public, chaque changement observable dans leur style de vie. J'ai commencé à porter un petit carnet où je notais des détails lors des réunions de famille, ce que Marion portait, ce que papa conduisait, des commentaires désinvoltes sur l'argent ou les achats. J'ai également commencé à rechercher les précédents juridiques pour des cas comme celui-ci. J'ai passé des heures à lire des documents judiciaires de cas de fraude familiale similaires, à comprendre comment les procureurs abordent généralement ces montages et quel type de preuve était le plus convaincant. Je voulais m'assurer que lorsque j'agirais enfin, mon dossier serait béton. Un incident particulièrement révélateur s'est produit lors de la fête du 6e anniversaire de Théo. Marion avait loué une salle communale et engagé des animateurs professionnels, le genre de fête qui coûterait normalement plusieurs milliers d'euros. J'aidais au nettoyage après quand j'ai surpris Marion parler à Jacques dans la cuisine. « As-tu pensé à demander un reçu à l'organisatrice de la fête ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'ai dû le faire établir au nom de Marion Holdings comme tu l'as dit » a répondu Jacques. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi nous ne pouvons pas simplement payer la fête d'anniversaire de notre fils comme des gens normaux. La voix de Marion est devenue sèche. Parce que Richard a expliqué que si nous sommes stratégiques dans la manière de gérer ses dépenses, nous pouvons optimiser notre situation fiscale. La fête était en partie un événement de réseautage professionnel. J'ai invité plusieurs clients potentiels. J'avais été à cette fête. Il y avait peut-être 20 personnes, toutes de la famille et des amis de Théo de l'école. Si Marion déclarait cela comme une dépense professionnelle, elle commettait une fraude fiscale juste sous les yeux de tout le monde. Cette conversation a également révélé autre chose d'important. Jacques n'était pas entièrement à l'aise avec ce qu'il faisait. Il suivait, mais il avait des inquiétudes. Cela suggérait que Marion était le principal moteur du montage, peut-être sous la pression de mes parents. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à prêter plus d'attention à Jacques lors des réunions de famille. Il avait souvent l'air stressé lorsque les sujets d'argent étaient abordés, et je l'ai remarqué en train de vérifier fréquemment son téléphone, généralement lorsque Marion ne regardait pas.
Je soupçonnais qu'ils surveillaient leur compte bancaire, inquiets de leur situation financière malgré l'apparence de prospérité. Mes soupçons ont été confirmés lors d'une conversation décontractée à un autre barbecue familial. Jacques et moi nous sommes retrouvés à parler seuls pendant que Marion était à l'intérieur en train de montrer à maman ses derniers plans de rénovation. « Nathalie, dit Jacques à voix basse, puis-je te demander quelque chose ? Tu travailles dans la finance professionnellement. T'inquiètes-tu parfois de vivre au-dessus de tes moyens ? La question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire ? Il a regardé nerveusement autour de lui, puis s'est penché plus près. Parfois, j'ai l'impression que nous marchons sur des œufs, financièrement parlant. Marion ne cesse de dire que tout va bien, que son entreprise marche très bien et que nous pouvons nous permettre toutes ces choses, mais les chiffres ne semblent tout simplement pas coller pour moi. J'ai ressenti un moment de sympathie pour Jacques. Il savait clairement que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas l'expertise pour comprendre exactement quoi. Une partie de moi voulait le prévenir, lui dire de commencer à tout documenter et de se protéger légalement. Mais ensuite, je me suis souvenu que Jacques avait été complice de la fraude au prêt immobilier. Il avait signé des documents déclarant des revenus qu'il n'avait pas et des sources d'actifs qui étaient douteuses. Même s'il n'était pas le cerveau, il avait participé à une activité criminelle. Le stress financier est très courant, dis-je prudemment. As-tu envisagé de parler à Marion de peut-être réduire certaines des plus grosses dépenses ? Jacques a ri amèrement. J'ai essayé, mais Marion dit que je ne comprends rien aux finances d'entreprise, et tes parents n'arrêtent pas de lui dire qu'elle est intelligente d'investir dans leur style de vie. Je commence à avoir l'impression d'être le seul à penser que dépenser de l'argent qu'on n'a pas est une mauvaise idée. Cette conversation a révélé une autre couche de la dynamique familiale que je n'avais pas entièrement comprise. Mes parents n'étaient pas seulement des facilitateurs des dépenses de Marion. Ils l'encourageaient activement. Ce sont probablement eux qui avaient mis Marion en contact avec un conseiller financier douteux, et ce sont certainement eux qui ont fourni le capital initial pour le montage. Cela avait du sens quand j'y pensais. Mes parents avaient toujours vécu modestement, mais ils avaient aussi toujours été profondément préoccupés par les apparences et le statut social. Le succès apparent de Marion les mettait en valeur par association. Ils pouvaient se vanter auprès de leurs amis de la belle maison et de l'entreprise prospère de leur fille, même s'ils étaient ceux qui la finançaient secrètement. L'aspect psychologique de ce montage était presque aussi intéressant que l'aspect financier. Mes parents achetaient un succès par procuration à travers Marion, vivant leurs propres ambitions inassouvies à travers son style de vie. Pendant ce temps, Marion était piégée dans une performance de succès de plus en plus coûteuse qui nécessitait un apport financier constant pour être maintenu. Et Jacques était pris au milieu, mal à l'aise avec une fraude, mais incapable de l'arrêter sans admettre sa propre complicité et détruire le style de vie auquel sa famille s'était habituée. La seule personne dans tout cet arrangement qui réussissait vraiment, c'était moi, celle qu'ils méprisaient tous. Je construisais une véritable richesse par un travail honnête, en vivant selon mes moyens et en bâtissant une carrière basée sur des compétences et des réalisations réelles. Mais parce que mon succès était discret et modeste, ils le rejetaient comme un échec. Cette prise de conscience a renforcé ma détermination à mener l'enquête jusqu'à sa conclusion. Ils avaient choisi de construire leur vie sur des mensonges et de l'argent volé tout en me traitant comme si j'étais l'échec de la famille. Il était temps que la réalité rattrape leur fantaisie. J'ai passé les semaines suivantes à rassembler les dernières pièces de mon dossier. J'ai obtenu des copies de tous les registres publics pertinents, organisé mes preuves photographiques chronologiquement et préparé des analyses financières détaillées montrant le flux d'argent entre les différents comptes et entités. J'ai également fait des recherches sur les lois fédérales et nationales spécifiques qui s'appliquent à leurs activités. Évasion fiscale, fraude au prêt immobilier, blanchiment d'argent, exploitation d'entités commerciales frauduleuses. Chacun comportait de lourdes peines, surtout lorsque les montants impliqués étaient aussi importants que ceux que j'avais documentés. Le plus difficile a été d'attendre le bon moment pour agir. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance, et je voulais un impact maximum. J'avais besoin d'une situation où tous les acteurs clés seraient présents, où leur arrogance et leur sentiment de supériorité seraient pleinement exposés, et où le contraste entre leur succès perçu et leur comportement criminel réel serait le plus frappant. C'est alors que Marion a annoncé qu'elle organisait un dîner de famille pour célébrer sa récente récompense immobilière. Elle avait été nommée agent du mois par son agence, probablement sur la base de chiffres de vente gonflés soutenus par les achats frauduleux de sa famille, et elle voulait célébrer avec un dîner formel chez elle. Ça va être une soirée vraiment spéciale, m'a-t-elle dit au téléphone. Je fais appel à ce nouveau traiteur chic du centre-ville, et j'ai aussi invité quelques membres de la famille de Jacques.
Je veux que tout le monde voie à quel point nous réussissons. L'ironie était parfaite. Marion voulait organiser une célébration de son succès frauduleux en utilisant de l'argent obtenu par des activités criminelles et une maison achetée avec des demandes de prêts frauduleuses. Et elle voulait que je sois là pour assister à son triomphe sur l'échec de la famille. J'ai accepté l'invitation immédiatement. À l'approche de la date du dîner, je me suis senti étonnamment calme. J'avais passé des mois à monter ce dossier, et j'étais confiante à la fois dans la qualité de mes preuves et dans la justesse de ma cause. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils allaient en subir les conséquences. La veille du dîner, j'ai préparé plusieurs copies de toute ma documentation. Un jeu est allé dans mon coffre-fort, un jeu est resté dans mon appartement, et un jeu est venu avec moi dans le dossier en carton qui allait bientôt devenir le centre d'attention à la table de la salle à manger de Marion. J'ai aussi pris une dernière mesure. J'ai rédigé une lettre de démission de ma famille. Pas une démission de mon travail, mais un document formel déclarant que je me retirais de toutes les relations familiales et que je ne considérerais plus Didier, Pascal, Marion ou Jacques comme faisant partie de ma vie. Je ne prévoyais pas de l'utiliser immédiatement, mais je voulais qu'elle soit prête au cas où ils essaieraient de me manipuler émotionnellement ou de me convaincre de reconsidérer mes actions. L'avoir écrite à l'avance m'aiderait à rester forte face à toute culpabilisation ou manipulation émotionnelle qu'ils pourraient tenter. En m'habillant pour ce qui serait notre dernier dîner de famille, j'ai ressenti une anticipation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais avoir le pouvoir dans une interaction familiale. Pour la première fois, j'allais être celle qui contrôlait la conversation et déterminait l'issue. Marion m'avait invité pour assister à son succès et me sentir inférieur par comparaison. Au lieu de cela, elle était sur le point d'apprendre que le vrai succès vient du travail acharné et de l'intégrité, pas des mensonges et de l'argent volé. Et elle était sur le point d'apprendre que la sœur qu'elle avait toujours sous-estimée avait observé, documenté et préparé ce moment depuis des mois. L'ironie était délicieuse. Marion pensait qu'elle organisait une célébration de sa supériorité sur moi. Au lieu de cela, elle organisait sa propre destruction. La preuve irréfutable est venue d'une source inattendue, les réseaux sociaux de Marion. C'est une de ces personnes qui poste tout, et je veux dire tout. Elle a posté des photos de l'intérieur du bureau de son conseiller financier où l'on pouvait clairement voir des documents sur le bureau. Elle a posté des photos de reçus coûteux comme des vantardises modestes. Elle a même posté une photo d'un chèque libellé à l'ordre de Marion Holdings SARL provenant du compte joint de mes parents pour 25 000 € avec la légende, tellement reconnaissante d'avoir une famille qui croit en mes rêves d'entreprise. C'est là que j'ai su que je les tenais, mais je n'étais pas encore prête à agir. J'avais besoin de comprendre toute la portée de ce qu'ils faisaient, et j'avais besoin d'un levier. Voyez-vous, le truc avec les crimes financiers, c'est qu'ils laissent des traces écrites. Et ces traces peuvent être utilisées pour calculer exactement combien d'argent était impliqué, depuis combien de temps le montage durait, et quelles pourraient être les sanctions potentielles. Au cours des 6 mois suivants, j'ai constitué un dossier complet. J'ai documenté environ 340 000 € de transactions suspectes entre mes parents et la famille de Marion sur 3 ans. J'ai trouvé des preuves de revenus non déclarés, d'évasion fiscale et de ce qui semblait être un effort systématique pour cacher des actifs et gonfler les dépenses professionnelles. J'ai aussi découvert quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Vous vous souvenez comment mes parents ne pouvaient pas m'aider pour l'université parce que je devais apprendre la responsabilité? Eh bien, le prêt hypothécaire qu'ils ont contracté pour financer l'apport de Marion, ils avaient du mal à le rembourser. Papa avait en fait appelé la banque 2 fois pour demander des reports de paiement et ils risquaient de perdre leur maison. Alors, laissez-moi résumer. Ils étaient prêts à risquer leur propre maison pour donner à Marion un apport gratuit pour sa maison, mais ils ne pouvaient pas épargner un centime pour m'aider à obtenir une éducation qui me permettrait de subvenir à mes besoins. Le favoritisme était encore pire que je ne l'avais réalisé. Mais je n'étais toujours pas prête à agir. Je suis une personne patiente, et je voulais m'assurer d'avoir tout ce dont j'avais besoin avant de passer à l'action. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance, et je voulais qu'elle compte. L'occasion s'est présentée le mois dernier. Marion a décidé d'organiser un dîner de famille chez elle, la maison que l'argent de mes parents a aidé à acheter. Elle le faisait plus souvent ces derniers temps. Je pense que c'est parce qu'elle aimait montrer sa maison parfaite et sa vie parfaite. D'habitude, je trouvais des excuses pour ne pas y aller, mais cette fois, j'ai accepté l'invitation. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait quand je suis entré et que je les ai vus tous les 3 échanger des regards. Maman et papa étaient déjà là, assis à la table de salle à manger coûteuse de Marion, buvant du vin dans des verres en cristal qui, j'en étais sûr, coûtait plus cher que ma mensualité de voiture.
Le dîner a commencé assez normalement. Marion a servi ce repas élaboré, du saumon en croûte d'herbe, des légumes rôtis, une sorte de risotto sophistiqué. Elle n'arrêtait pas de parler de son cours de cuisine et de la satisfaction de créer de beaux repas pour sa famille. J'ai souri et complimenté la nourriture, même si chaque bouchée avait un goût de cendre dans ma bouche. Mais ensuite, Jacques a commencé à parler de leurs prochaines vacances en Toscane. Marion a tellement travaillé ce trimestre, a-t-il dit en lui serrant la main. Elle mérite une pause. En plus, les enfants ne sont jamais allés en Europe. C'est merveilleux, dis-je prudemment. Ça doit être cher, cependant. Marion a fait un geste dédaigneux. Quand on réussit, on trouve un moyen de le faire. Certaines personnes ont simplement de meilleures compétences en gestion financière que d'autres. La pique était évidente. Papa a gloussé et maman a hoché la tête en signe d'approbation. C'est là que j'ai réalisé que ce dîner n'était pas seulement pour se vanter. Il s'agissait de me remettre à ma place, de me rappeler ma position dans la hiérarchie familiale. Il voulait que je me sente petite et sans succès comparé à la vie apparemment parfaite de Marion. En parlant de gestion financière, dit maman en posant son verre de vin. Nathalie, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu commences à penser à ton avenir plus sérieusement? Tu ne rajeunis pas, et ce petit appartement que tu as ne te fait pas vraiment prendre de la valeur. Mon appartement va bien, répondis-je d'un ton égal. Je construis ma carrière et mon épargne. Tout le monde n'a pas besoin d'une grande maison pour être heureux. Marion a ri, mais ce n'était pas un son aimable. Carrière? Nathalie, tu comptes l'argent des autres pour vivre. Ce n'est pas vraiment une carrière avec un potentiel de croissance. Je résous des crimes financiers, corrigeai-je. J'aide à mettre les criminels en prison et à récupérer des actifs volés. C'est en fait assez gratifiant. Si tu le dis, dit Marion avec un sourire narquois. Mais soyons réalistes. Quand as-tu fait quelque chose de vraiment impressionnant pour la dernière fois? Quelque chose qui a rendu maman et papa fiers? La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir tous leurs yeux sur moi, attendant de voir comment j'allais réagir. C'était le moment qu'ils avaient préparé, la raison pour laquelle j'avais été invité à ce dîner. Ils voulaient m'humilier. Je suis fier de mon travail, dis-je doucement. Papa secoua la tête. Nathalie, nous voulons juste que tu réussisses. Regarde Marion. Elle a une belle maison, une famille aimante, une entreprise florissante. Elle vit le rêve. Avec de l'argent emprunté, dis-je avant de pouvoir me retenir. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Le visage de Marion est devenu rouge et Jacques s'est agité inconfortablement sur son siège. Pardon, dit Marion, sa voix dangereusement calme. J'aurais dû reculer, j'aurais dû m'excuser et essayer d'arranger les choses, mais quelque chose en moi a craqué. Peut-être que c'était des années à les voir favoriser Marion tout en me traitant comme une déception. Peut-être que c'était de savoir qu'ils avaient risqué leur propre maison pour financer son style de vie tout en me laissant me débattre seul. Peut-être que c'était juste d'en avoir marre de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était manifestement pas le cas. J'ai dit avec de l'argent emprunté, répétai-je plus fort cette fois. Cette maison, ces vacances, ces bijoux que maman porte, tout est financé par des prêts et des arrangements financiers qui ne correspondent pas exactement à vos niveaux de revenus déclarés. Marion se leva si vite que sa chaise faillit basculer. Comment oses-tu venir chez moi et m'accuser de quoi que ce soit que tu m'accuses? Je ne t'accuse de rien, dis-je calmement. J'énonce des faits. Des faits? La voix de papa devenait plus forte. Nathalie, tu es complètement déplacée. Marion travaille dur pour tout ce qu'elle a vraiment, demandai-je. Parce que de là où je suis, on dirait qu'elle travaille dur à dépenser l'argent des autres. C'est là que Marion a complètement perdu le contrôle. Elle a contourné la table si vite que j'ai à peine eu le temps de réagir. Sa main a heurté ma joue dans une gifle sèche qui a résonné dans la salle à manger. Tu as 10 minutes pour sortir de ma maison, gronda-t-elle, debout au-dessus de moi, les poings serrés. 10 minutes et ensuite j'appelle la police pour te faire expulser pour violation de propriété. J'ai touché ma joue, sentant la brûlure là où sa main avait frappé. Mais au lieu d'être contrarié ou blessé, j'ai ressenti tout autre chose. Je me suis senti libre. Maman et papa ont commencé à applaudir. Applaudir littéralement comme si Marion venait de donner une sorte de performance. Bravo, ma chérie, dit maman d'un ton approbateur. Certaines personnes doivent apprendre quand elles ont dépassé les bornes.
Papa hocha vigoureusement la tête. Nathalie, tu dois des excuses à ta sœur. Cette jalousie est allée trop loin. J'ai regardé autour de moi ces gens qui étaient censés être ma famille. Marion debout au-dessus de moi avec la fureur dans les yeux. Maman et papa applaudissant comme si je venais d'être remise à ma place par un professeur strict. Jacques ayant l'air mal à l'aise mais ne disant rien pour me défendre. Et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un à qui on venait de donner la justification parfaite pour ce qu'il s'apprêtait à faire. En fait, dis-je en sortant de mon sac à main un épais dossier en carton que je transportais depuis des semaines, attendant juste le bon moment. Je pense qu'il ne vous reste à tous que 5 minutes. J'ai claqué le dossier sur la table de salle à manger coûteuse de Marion, juste à côté de sa vaisselle de luxe et de ses verres en cristal. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Marion, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé le contenu. Des dossiers financiers, des relevés bancaires, des documents de propriété, des photographies, des dépôts d'entreprise, des déclarations de revenus, des demandes de prêts, et environ 50 pages d'analyse détaillée montrant exactement comment l'argent avait circulé entre divers comptes et entités au cours des 3 dernières années. Ceci, dis-je calmement, est une analyse complète de ce qui semble être un montage d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sur plusieurs années impliquant des entités commerciales frauduleuses, des revenus non déclarés et une dissimulation systématique d'actifs conçus pour éviter les obligations fiscales nationales et fédérales. La couleur a quitté le visage de Marion. Papa a en fait reculé et a dû s'agripper au mur pour se soutenir. Le verre de vin de maman a glissé de sa main et s'est brisé sur le parquet. « Tu es folle » a chuchoté Marion. Mais elle fixait les papiers étalés sur sa table. Le suis-je? J'ai sorti un document spécifique et je l'ai brandi. Ceci est un relevé de virement bancaire montrant un paiement de 35 000 € de Didier et Pascal Lambert à Marion Holdings SARL daté d'il y a 6 mois. Marion Holdings SARL, selon les registres du commerce, n'a jamais déposé de déclaration de revenus, n'a aucune activité commerciale déclarée et semble exister uniquement comme un véhicule pour recevoir des paiements non imposés. J'ai sorti un autre document. Ceci est une photographie que Marion a postée sur Instagram montrant un chèque de 25 000 € libellé au nom de la même SARL avec la légende, tellement reconnaissante d'avoir une famille qui croit en mes rêves d'entreprise. Marion Holdings SARL n'a pas de business plan, pas de licence commerciale, pas d'employé et aucun but commercial légitime. Jacques reculait maintenant activement de la table comme si les papiers allaient exploser. C'est du harcèlement, dit papa, mais sa voix tremblait. Tu ne peux pas simplement espionner ta famille comme ça. Je n'ai espionné personne, répondis-je. Tout ce qui est ici provient de registres publics, de publications sur les réseaux sociaux et d'une analyse financière de base. C'est incroyable la quantité d'informations que les gens rendent disponibles quand ils pensent que personne ne fait attention. J'ai sorti une épaisse feuille de calcul. Au cours des 3 dernières années, j'ai documenté environ 340 000 € de transferts suspects entre divers membres de la famille, dont aucun ne semble avoir été correctement déclaré à des fins fiscales. Le schéma suggère une évasion fiscale systématique impliquant plusieurs parties à travers les juridictions nationales et fédérales. Marion s'est affaissée sur sa chaise. C'est juste la famille qui aide la famille. Il n'y a rien d'illégal à ce que des parents aident leurs enfants. Tu as raison, approuvé-je. Il n'y a rien d'illégal à ce que les membres d'une famille s'entraident. Mais il y a quelque chose de très illégal à créer de fausses entreprises pour recevoir des revenus non imposés, à réclamer de fausses déductions professionnelles et à structurer des transactions financières pour éviter les exigences de déclaration. J'ai pointé un autre document. Par exemple, cette demande de prêt pour votre maison indique le revenu de Jacques à 45 000 € et votre revenu annuel moyen à 65 000 €, mais vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à faire un apport de 150 000 €. Lorsque la banque a posé des questions sur la source de l'apport, vous avez prétendu qu'il provenait des économies d'entreprise de Marion Holdings SARL. Mais Marion Holdings SARL n'a aucun revenu déclaré, aucune activité commerciale et aucun but commercial légitime. C'est de la fraude au prêt immobilier, continuai-je d'un ton conversationnel. C'est aussi un blanchiment d'argent potentiel puisque vous avez utilisé ce qui semble être un revenu non déclaré pour faire un achat majeur tout en prétendant que l'argent provenait d'une source commerciale légitime. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, maman a retrouvé sa voix. « Que veux-tu, Nathalie » a-t-elle demandé doucement. « Vouloir » J'ai ri. Mais ce n'était pas un son agréable. Ce que je voulais,
c'était une famille qui me traitait avec un respect et une équité de base. Ce que je voulais, c'était des parents qui ne risquaient pas leur propre maison pour financer le style de vie de ma sœur tout en me laissant me débattre seul. Ce que je voulais, c'était ne pas être giflé et humilié à ce qui était censé être un dîner de famille. Je me suis levé et j'ai commencé à rassembler les papiers. Mais puisque je ne peux avoir rien de tout cela, je me contenterai de la justice. La justice? La voix de Marion s'est brisée. Nathalie, nous sommes une famille. Tu ne peux pas sérieusement penser à quoi? Signaler des crimes financiers aux autorités compétentes? J'ai haussé les épaules. C'est en fait mon obligation professionnelle. Lorsque je prends connaissance d'une évasion fiscale et d'une fraude potentielle, je suis tenu de le signaler. Papa s'est avancé désespérément. Nathalie, s'il te plaît, parlons-en. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Trouver un arrangement, répétez-je. Comme la façon dont vous avez arrangé les choses pour m'aider avec l'université? Comme la façon dont vous avez arrangé les choses pour me traiter avec un respect et un amour égaux? Comme la façon dont vous avez arrangé les choses pour ne pas m'humilier devant la famille parfaite de ma sœur? J'ai fermé le dossier et l'ai remis dans mon sac à main. Voici ce qui va se passer. L'administration fiscale recevra une copie complète de cette analyse ainsi que les pièces justificatives dans les 48 heures. Compte tenu des montants impliqués et de la nature apparemment systématique du montage, je m'attends à ce qu'ils ouvrent une enquête pénale d'ici quelques semaines. Marion pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Nathalie, s'il te plaît, pense à Emma et Théo. Ce ne sont que des enfants. J'ai pensé à eux, répondis-je. J'ai pensé à la façon dont ils vont apprendre que les actions ont des conséquences et qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges et de l'argent volé. J'ai pensé à la façon dont ils vont apprendre que leur mère n'est pas la personne parfaite qu'elle prétendait être. J'ai marché vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et Marion, tu devrais peut-être appeler ton agence immobilière. Tu vas probablement devoir vendre cette maison pour payer les frais de justice et les arriérés d'impôts. Je te suggère de la mettre à un prix compétitif. Tu auras besoin d'une vente rapide. J'ai fait une pause à la porte. Maman, papa, vous devriez probablement appeler votre banque au sujet de ce prêt hypothécaire. Une fois que le fisc gèlera les actifs des transactions frauduleuses, vous devrez trouver comment effectuer ces paiements avec vos revenus de retraite réels. Je suis sorti de cette maison et je n'ai pas regardé en arrière. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon. J'ai passé des heures à préparer mon rapport pour le fisc, en m'assurant que chaque détail était documenté et que chaque conclusion était étayée par des preuves. J'ai également préparé un rapport distinct pour l'autorité fiscale régionale, car certaines des violations semblaient également impliquer une évasion fiscale au niveau local. Mon téléphone a sonné sans cesse. Marion, maman, papa, même Jacques m'appelant pour me supplier de reconsidérer ma décision. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il n'y avait plus rien à dire. Les rapports ont été déposés un mercredi matin. Le vendredi après-midi, j'ai reçu la confirmation que les 2 agences avaient accepté mes soumissions et ouvert des enquêtes préliminaires. Ce week-end-là, je me suis offert un bon dîner dans un restaurant chic du centre-ville. J'ai commandé un vin que je ne pouvais pas vraiment me permettre et un steak qui coûtait plus cher que ce que je dépense habituellement en courses en une semaine. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me suis senti vraiment en paix. Les enquêtes ont avancé plus vite que prévu. En 6 semaines, le fisc avait envoyé des avis de contrôle fiscal à tous les 3. En 3 mois, des poursuites pénales ont été engagées. Marion a été accusée d'évasion fiscale, de fraude au prêt immobilier et d'exploitation d'entités commerciales frauduleuses. La peine maximale était de 15 ans de prison ferme, bien que son avocat ait négocié une plaidoirie qui impliquerait des amendes importantes, des restitutions, et probablement 2 à 3 ans en détention à régime assoupli. Maman et papa ont été accusés de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. En tant que primo-délinquants septuagénaires, ils obtiendraient probablement une probation, de lourdes amendes et des travaux d'intérêt général, mais ils devraient rembourser les arriérés d'impôts plus les pénalités sur toutes les transactions non déclarées. Jacques n'a pas été poursuivi pénalement, mais il faisait face à des sanctions civiles plus qu'il avait bénéficié de la demande de prêts frauduleux et devrait probablement payer des amendes importantes. La maison parfaite de Marion que mes parents ont aidé à acheter, a été saisie en tant que bien acquis avec le produit d'activité criminelle. Marion, Jacques et les enfants ont dû emménager chez les parents de Jacques dans un 2 pièces exigu de l'autre côté de la ville. Maman et papa ont perdu leur maison aussi.
Ils ne pouvaient pas effectuer les paiements du prêt hypothécaire une fois leurs actifs gelés, et la banque a procédé à la saisie en 4 mois. Ils vivent maintenant dans une résidence pour seniors, survivant uniquement de leur pension de retraite. Mais voilà le truc. Je ne me sens pas mal du tout. Je leur ai donné chance sur chance de me traiter avec un respect et une équité de base. J'ai ignoré des années de favoritisme et d'exclusion. J'ai ravalé ma salive lors d'innombrables réunions de famille où ils me faisaient sentir petite et sans succès. Mais quand Marion m'a giflé et que mes parents ont applaudi, ils ont franchi une ligne qu'ils ne pouvaient plus effacer. Ils ont clairement montré que je n'étais pas vraiment de la famille pour eux. J'étais juste quelqu'un qu'ils gardaient dans les parages pour que Marion paraisse meilleure par comparaison. Alors, je leur ai donné exactement ce qu'ils méritaient, les conséquences de leur propre choix. Le meilleur dans tout ça, c'est que ma carrière en a réellement bénéficié. La complexité et la rigueur de mon analyse ont impressionné mes supérieurs, et j'ai reçu une mention de l'administration fiscale pour mon travail sur l'affaire. J'ai obtenu une promotion et une augmentation significative, et je suis maintenant considéré pour un poste à la brigade financière de la police judiciaire. Marion a essayé de me contacter une dernière fois il y a environ un mois. Elle a envoyé un long email expliquant comment j'avais détruit la famille et comment Emma et Théo demandaient pourquoi ils ne pouvaient plus vivre dans leur maison. Elle a dit que j'étais sans cœur et cruel et que les vrais membres de la famille se pardonnent et règlent les choses en privé. J'ai supprimé l'email sans répondre. Voyez-vous, Marion n'a jamais compris que le respect se gagne, il ne se donne pas. Elle pensait qu'être de la même famille que quelqu'un signifiait qu'il devait accepter n'importe quel traitement que vous lui infligiez, peu importe à quel point il était injuste ou cruel. Elle avait tort. Et c'est ainsi que j'ai finalement tourné la page sur ma soi-disant famille. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille oubliée ou le bouc émissaire qu'ils pouvaient ridiculiser pour se sentir supérieure. Je me sentais forte, capable et en contrôle. Tout ce qu'ils avaient essayé de me refuser, le respect, la stabilité, la reconnaissance, je l'avais construit pour moi-même. Pas par des mensonges, pas par la fraude, mais par la discipline, le travail acharné et l'intégrité. Parfois, tard le soir, je repense encore à ce dîner. Je peux encore sentir la brûlure de la gifle de Marion, entendre le son des applaudissements de mes parents, et voir les regards suffisants qu'ils arboraient quand ils pensaient m'avoir remise à ma place. Mais maintenant, au lieu de la colère, ces souvenirs m'apportent de la clarté. C'était le moment où j'ai arrêté d'attendre qu'ils voient ma valeur. C'était le moment où j'ai revendiqué mon pouvoir. Je me suis investi corps et âme dans mon travail depuis, et ça a payé. L'offre de la brigade financière est presque finalisée, et je travaillerai bientôt sur des affaires qui feront passer ce que ma famille a fait pour un jeu d'enfant. Des réseaux de détournement de fonds d'entreprise, des montages frauduleux de plusieurs millions d'euros, des opérations de blanchiment d'argent international, des affaires où mes compétences peuvent faire une réelle différence. Et cette fois, je me battrai pour la justice sans aucun bagage émotionnel pour me retenir. Quant à ma famille, j'ai eu des nouvelles par bribes par des connaissances communes. Marion est toujours amère, racontant à qui veut l'entendre que j'ai ruiné sa vie. Jacques travaille de longues heures pour essayer de reconstruire leurs finances, bien que la plupart de son salaire aille au remboursement des amendes et des restitutions. Maman et papa restent entre eux maintenant, embarrassés de montrer leur visage à l'église ou lors de rassemblements sociaux. L'image dorée qu'ils ont passé leur vie à essayer de projeter a été brisée. Et moi, je dors sur mes 2 oreilles la nuit parce que je sais que je n'ai pas détruit ma famille. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste refusé de continuer à les couvrir. S'il y a une leçon que j'ai tirée de tout cela, c'est que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de respect et d'amour. Sans ces choses, vous n'êtes que des étrangers avec le même nom de famille. Et quand des étrangers vous giflent et applaudissent pendant que vous êtes humiliés, vous ne leur devez pas le silence. Vous leur devez la vérité. C'est exactement ce que je leur ai donné. La vérité. La justice qu'ils n'auraient jamais cru que je serais assez forte pour leur apporter. Et la liberté que je n'aurais jamais cru obtenir.